Justine, c'est vous qui allez commencer peut-être d'abord sur les réponses en matière de rénovation, qui ne sont évidemment pas les mêmes suivant les typologies des logements, et puis aussi les statuts des gestionnaires, j'imagine. Oui, alors effectivement, on a la lourde tâche de vous présenter un cadre réglementaire qui n'est pas évident à comprendre tout en ne vous assommant pas. On est aujourd'hui, enfin ce matin, réunis autour d'un objectif commun qui est celui d'arriver à concilier à la fois des enjeux, de proposer une offre diversifiée et accessible pour des ménages en situation de précarité, et de concilier cet enjeu-là avec celui de qualité, et notamment environnementale, de ces logements. Donc on a cet objectif commun, pour autant un cadre d'intervention qui est relativement complexe à appréhender, avec des réponses habitat de la part des acteurs du logement d'insertion diversifiées, que ce soit en termes de typologie, avec notamment un habitat collectif dans le cadre des différents types de logements foyers, résidence sociale, pension de famille, FJT, etc., etc. Et puis aussi une offre en diffus, qu'on appelle aussi logements familiaux, qui regroupe autant des logements temporaires que pérennes, des logements qui peuvent être soit en monopropriété, soit en copropriété. Donc on voit que de fait, les modalités d'intervention et les enjeux pour les organismes qui produisent et gèrent ces logements ne sont pas tout à fait les mêmes et induisent des réponses différenciées. Donc on a notamment du côté des organismes adhérents à nos 3 réseaux, des organismes gestionnaires et propriétaires de leur logement, parfois en pleine propriété, parfois en droit réel. Donc ce sont plutôt les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion. On a des organismes gestionnaires de logements en collectif qui peuvent appartenir à différents types de bailleurs, bailleurs HLM, organismes MOI, foncières, et puis on a aussi des organismes de gestionnaires de logements. Donc là, on pense plutôt à l'intermédiation locative, donc de logements en diffus pour le compte soit de bailleurs privés, mais aussi parfois de bailleurs sociaux, d'organismes MOI, et donc ils peuvent être soit locataires, soit mandataires. Donc on voit que là, on a quand même une diversité de statuts des gestionnaires et aussi une diversité de statuts des occupants de ces logements, puisqu'on a à la fois des personnes qui peuvent être locataires, sous-locataires, résidents, etc., etc. Et ce cadre-là, il est d'autant plus difficile à appréhender qu'on est quand même dans un contexte réglementaire complexe, notamment du fait on l'a vu, d'une certaine inflation des lois relatives au logement ces dernières années et des lois relatives à l'énergie, donc avec un empilement parfois de mesures qui ne s'articulent pas toujours bien. On a parfois du mal à voir où est-ce qu'on va, et puis un contexte réglementaire complexe propre aussi à notre secteur, puisque on peut parfois dépendre du Code de la construction et de l'habitation, parfois du CASF, parfois de la loi du 6 juillet 89, parfois totalement, parfois partiellement. Donc tout ça fait que finalement, on a ce cadre un peu complexe à appréhender. Donc je vais enchaîner sur les récentes évolutions. Enfin, on va enchaîner, je vais laisser la parole à Antonin pour introduire la séquence sur les évolutions réglementaires. Oui, en effet, ces dernières années, on l'a dit, on vu l'apparition de textes d'envergure qui concernent la performance énergétique et environnementale des logements. Parmi ces textes, on a eu la loi Elan du 23 novembre 2018 qui a rendu opposables les diagnostics de performance énergétique, les fameux DPE, avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Avant cette date, les DPE étaient fournis à des seules fins d'information, donc c'est un premier changement d'importance qui a eu lieu ces dernières années. Ensuite, il y a eu la publication de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui organise notamment le calendrier d'entrée en vigueur de la décence énergétique et qui vise donc à l'interdiction de la mise en location d'ici 2034 de l'ensemble des passoires thermiques. Donc pour les acteurs du logement d'insertion, ces évolutions récentes peuvent être aujourd'hui évidemment complexes à appréhender d'un point de vue réglementaire et technique, sachant que les habitats, comme le disait Justine, les habitats sont diversifiés, les régimes juridiques sont différents, les contrats d'occupation ne relèvent pas forcément des mêmes dispositions. Il peut y avoir aussi des flous juridiques sur ces mesures. Donc on voulait revenir assez brièvement sur ce contexte législatif et réglementaire foisonnant. Mais aujourd'hui, malgré les flous qu'il peut y avoir, on sait que le cadre est fixé, que le calendrier est prévu et que du coup nos organisations doivent être prêtes pour les échéances à venir.
ce qui implique évidemment d'être notamment en mesure de connaître l'état énergétique et environnemental du parc de logement et pouvoir anticiper les besoins en matière de rénovation dans les années à venir. Donc là, on vous a remis une frise issue notamment d'un document qu'avait produit l'UNAFO récemment. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de cette frise-là, simplement vous expliquer la logique. Là, on n'a mis que les dates, on va dire, communes aux enjeux propres à nos 3 réseaux. Donc, d'un côté, la réforme du DPE qui est entrée en vigueur en juillet 2021, et qui est censée précéder finalement les mesures d'entrée en vigueur de la décence énergétique. Alors, avec toutes les problématiques de fiabilité qu'on connaît vis-à-vis de ces nouveaux DPE. Donc, on va dire que ça, c'est les 2 pattes de cette réforme. Après, il y a d'autres axes qu'on n'a pas inclus, en tout cas dans cette frise-là, mais il y a en tête que l'entrée en vigueur de la décence énergétique, elle a aussi des conséquences, bien évidemment, sur les rapports locatifs. Je pense notamment, vous le savez, pour une partie des logements que vous gérez depuis le 24 août, le gel des loyers pour les nouveaux contrats ou tacitement reconduits ou renouvelés depuis cette date-là. Et puis, elle a aussi des conséquences sur les annonces immobilières. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a également des mesures relatives aux copropriétés. Notamment qui sont censés faciliter ou en tout cas obliger davantage les copropriétés à se saisir de ces enjeux de rénovation énergétique. Bon, voilà, on a les dates clés, donc 2021 le DPE, ensuite les enjeux propres au DPE collectif à partir notamment de 2023 pour tous les habitations collectives, et puis bien sûr la décence énergétique qui rentre progressivement en œuvre à partir de 2023, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc on voulait se focaliser surtout donc sur le DPE et la question de la décence énergétique. Un bref rappel du DPE, même si je pense que vous connaissez à peu près tout ce que c'est que le DPE. Donc ce fameux diagnostic de performance énergétique renseigne donc sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment en évaluant sa consommation d'énergie et son impact aujourd'hui en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Schématiquement, il comporte une étiquette qui va de A, qui est la meilleure performance, à G, la plus mauvaise performance, et qui intègre donc la consommation énergétique, d'une part, et d'autre part, les émissions de gaz à effet de serre. Ce DPE est également accompagné de recommandations qui sont destinées à améliorer les performances des bâtiments ou des logements et du montant théorique de l'ensemble des usages énumérés dans le document. Alors bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Depuis 2021, on a affaire à un nouveau DPE. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de toute cette réforme, simplement avoir en tête notamment 2 aspects assez importants. Le fait que ce nouveau DPE, il n'est plus censé être fait à partir de la méthode dite sur facture qui générait un certain nombre de DPE vierges, notamment pour les anciens logements qui datent d'avant 48. Donc voilà, on n'est plus censé, pour ces nouveaux DPE, avoir affaire à des DPE vierges. Néanmoins, la question des factures se pose toujours puisque les diagnostiqueurs vont se baser sur des données par défaut qui peuvent parfois générer des DPE complètement avec des résultats un peu décalés, un peu loufoques. Une étude de l'UFC Que Choisir l'a montré récemment. Et puis le deuxième point important de cette réforme, c'est le fait que maintenant dans l'étiquette énergétique du DPE, on a intégré l'émission des gaz à effet de serre et que donc l'étiquette se base sur finalement la moins bonne performance soit de l'énergie du logement, soit de l'émission des gaz à effet de serre. Et pourquoi c'est important? Parce que de fait, ça va dégrader l'étiquette énergétique de certains logements, notamment les logements chauffés au gaz. Sur l'opposabilité du DPE, qui est un peu le premier changement d'envergure et qui a des conséquences juridiques, donc la loi Elan, comme je vous le disais, a rendu opposables les renseignements qui sont inscrits dans le DPE, pas les recommandations de travaux, à compter du 1er juillet 2021. Ce qui veut dire, une première conséquence, c'est que les DPE qui ont été réalisés avant cette date, qui étaient donc fournis à des seules fins d'information, ne sont pas opposables. Le caractère opposable du DPE, concrètement, ça lui confère une portée contractuelle, donc au même titre que les autres diagnostics immobiliers comme le plomb, l'amiante ou les termites. Et en gros, en cas d'erreur de diagnostic, la responsabilité du vendeur ou du bailleur peut être engagée par l'acquéreur ou le locataire s'il y a une information erronée.
et à la condition que l'information ait causé un préjudice. Donc, il faut avoir en tête qu'il serait possible, théoriquement, de demander réparation financière pour le préjudice subi dû à un mauvais DPE. Donc, les DPE réalisés depuis le 1er juillet 2021 sont pleinement opposables. En revanche, ceux réalisés avant ne sont pas opposables, mais peuvent être encore valides. Donc juste un rappel de la durée de validité des DPE, puisque c'est un autre calendrier à avoir en tête. C'est-à-dire que les DPE qui ont été réalisés avant le 1er janvier 2018 ne seront plus valides à compter du 1er janvier 2023. Ceux qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne seront valides que jusqu'au 31 décembre 2024. Ça donne un peu le cadre. Et donc ceux qui sont réalisés depuis le 1er juillet 2021, ils sont valables pendant 10 ans. Donc j'enchaîne sur le DPE, notamment sur les questions d'établissement du DPE. En fait, la loi, elle prévoit une obligation de réalisation du DPE à 3 étapes de la vie d'un logement, on va dire, lors de sa construction ou de sa rénovation lourde. Et dans ce cas-là, c'est le maître d'ouvrage qui est censé remettre ce DPE au propriétaire du bâtiment. Lors de la vente, et bien sûr, l'obligation repose sur le vendeur. Et puis, au moment de la mise en location du logement, et bien évidemment, là, c'est le propriétaire du logement qui est responsable de l'établissement du DPE. Et concernant cette question de la location, donc, on va voir qu'il y a des différences selon le statut du logement. Et donc, j'y viens de suite. On vous a fait un petit focus sur le DPE en logement d'insertion avec 3 situations, puisque c'est des situations qu'on rencontre dans le réseau. Lorsqu'on a une location en direct, en général, on est soumis à la loi du 6 juillet 89, pleinement ou partiellement. Et dans ce cadre-là, le bailleur a l'obligation d'annexer le DPE au contrat, au bail, au contrat de location, lors de sa conclusion ou lors de son renouvellement. Il faut avoir un DPE valide. La reconduction tacite n'est pas concernée. Quand on vient maintenant sur la location sous location, donc là c'est plus complexe parce que ça va dépendre du conventionnement du logement. Il faut avoir en tête que le bailleur principal, donc le propriétaire du logement, il a l'obligation de réaliser le DPE et de l'annexer au contrat. Ça, c'est une obligation prévue par le CCH. Et ensuite, concernant l'obligation de l'annexer au contrat de sous-location, ça va dépendre si le logement est conventionné à l'APL, donc en ANA social ou très social par exemple, ou pas. Donc quand le logement n'est pas conventionné, l'annexion elle se fait à la discrétion de l'association. En tout cas côté FAPIL, on conseille quand même de l'annexer au contrat de sous-location, et on a un petit peu même complètement la même logique côté résidence sociale, puisque c'est le propriétaire du bâtiment qui doit établir le DPE et annexer ce DPE au contrat qui va le lier à l'association gestionnaire, et puis une annexion au contrat de résidence à la discrétion de l'organisme gestionnaire, avec l'idée toutefois de le tenir à disposition. Donc on voit l'enjeu de disposer des DPE, ne serait-ce que pour connaître l'étiquette énergétique et donc savoir si à terme, lorsque la décence énergétique sera entrée en vigueur, si les logements respectent cette décence énergétique, qui est donc l'une des modifications majeures dans les textes de ces dernières années, puisqu'effectivement, à partir de 2023, le critère de décence énergétique s'imposera à tout le monde. Un petit rappel simplement sur ce que c'est que la décence. Le bailleur a l'obligation de louer un logement décent. Ça va mieux en le disant. C'est une obligation d'ordre public qui est issue du Code civil, qui a été reprise dans la loi du 6 juillet 89 et qui donc s'impose à l'ensemble des logements, que ce soit le parc social ou le parc privé, les logements diffus ou les logements collectifs, et qui est inscrite dans la loi de 89. La définition, je la cite, un logement décent, c'est un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites et répondant à un critère de performance énergétique minimale. C'est la nouveauté du texte. C'est la définition de la loi du 6 juillet 89 qui renvoie à un décret de décence qui donc a été modifié pour intégrer cette notion de décence énergétique. Donc à compter du 1er janvier 2023, on vous a présenté un tableau sur le calendrier à venir. Il faudra respecter en toutes circonstances ce critère
qui est donc mesuré par l'étiquette du DPE associé au logement. Ah oui. Pardon. Donc le calendrier, rappel rapide, donc à compter du 1er janvier 2023, les logements G qui sont les plus énergivores seront plus décents, donc les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an en énergie finale. À compter du 1er janvier 2025, tous les logements classés G du nouveau DPE ne seront plus décents. À compter du 1er janvier 2028, les logements classés F. Et enfin, à compter du 1er janvier 2034, les logements classés E du nouveau DPE ne seront plus décents. Sachant que pour cette dernière échéance, il y aura en principe une étude d'impact qui aura été réalisée avant juillet 2027 pour savoir où on en est, où on en sera à ce moment-là. Donc l'enjeu, évidemment, on l'a dit, c'est d'être en mesure de connaître l'étiquette énergétique des logements gérés le plus rapidement possible. Alors un petit focus sur les principales conséquences finalement de cette intégration de la performance énergétique à la décence du logement. Déjà sur la mise en location ou la relocation du logement, un logement non décent ne répondant pas aux critères de décence n'est pas censé pouvoir être loué. Se pose quand même l'enjeu du contrôle qui se fait généralement a posteriori de la décence du logement sur démarche du locataire, hormis sur les territoires qui ont éventuellement mis en place le permis de louer, mais qui ne concernent pas tous les logements. Pour les logements occupés, on va dire, donc 5 grandes conséquences possibles. Tout d'abord, un locataire peut saisir soit la commission départementale de conciliation, soit le juge pour demander des travaux de mise en conformité. Alors la loi climat et résilience a prévu des dérogations. On parlait tout à l'heure à la fois des contraintes liées au patrimoine, à l'architecture et des contraintes liées aux copropriétés. Il est prévu des dérogations sur ces travaux de mise en conformité. On attend encore les décrets d'application. Ça explique aussi pourquoi parfois on n'est pas toujours en capacité de répondre à vos questions. Toutefois, même si il y a des dérogations prévues sur ces travaux-là, il faut avoir en tête que le juge aura toujours la possibilité soit de décider d'une réduction du loyer ou d'une suspension de ce loyer le temps que les travaux se fassent. Ensuite, donc ça c'est commun à toutes les procédures de décence énergétique, la possibilité pour un locataire de demander des dommages et intérêts. Alors en général, sur les procédures de décence du logement, ces dommages et intérêts, ils ont pour motif les troubles de jouissance, mais ça peut aussi être pour préjudice moral, parfois de santé, et puis ce qu'on appelle le dol. Le dol, c'est tout ce qui va être manœuvre frauduleuse pour tromper, par exemple ici, le locataire. Il y a aussi toutes les conséquences vis-à-vis de la CAF et de la MSA, avec la possibilité pour les organismes payeurs de conserver l'APL, et donc dans ce cas-là, le locataire ou l'occupant du logement ne paie que le résiduel, et la possibilité pour la CAF ou la MSA donc de ne pas verser à la fin d'un délai qui est donné au gestionnaire l'aide au logement. Il y a eu un décret qui est passé un peu inaperçu, mais sachez qu'à partir de l'an prochain, 2023, les CAF et MSA pourront vous demander le DPE du logement. Ça, c'est passé assez inaperçu, mais il y a un décret qui est sorti en début d'année. Et puis, petit focus sur l'intermédiation locative en mandat de gestion, puisque les porteurs de cartes d'agents immobiliers ont un devoir de conseil et d'information vis-à-vis de leurs mandants. Et donc là, il y a éventuellement la mise en jeu de la responsabilité du mandataire, de leur responsabilité civile notamment. Et puis, si on regarde de plus près la jurisprudence liée à la décence du logement, les mandataires ont parfois pu aussi être condamnés. La responsabilité du mandataire a aussi pu être mise en jeu dans des cas assez graves quand même vis-à-vis du locataire. Donc voilà, ce sont des conséquences importantes et donc à bien avoir en tête. On parle des aides, financement. Cécile et Patrick maintenant. Alors les aides pour supporter les charges d'énergie et puis les financements pour les rénovations. Cécile, c'est vous qui commencez ? Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, moi, je voulais vous parler des enjeux d'amélioration du parc locatif privé.
parce que comme on l'a dit tout à l'heure, donc, déjà le parc locatif privé occupe un rôle qui est quand même central dans les parcours résidentiels des ménages. Et il s'agit d'un parc sur lequel on doit constater un retard en fait par rapport à la dynamique de rénovation en fait qui a pu quand même s'observer sur l'ensemble du parc de logement. Donc juste pour vous donner quelques chiffres clés. Donc en France, on compte 8 millions de logements locatifs, dont 1,5 million de logements F et G, donc à savoir une interdiction de mise en location assez prochaine. Et quand on ajoute les E, nous sommes à 3,4 millions de logements. Soit si on doit rénover l'ensemble de ces logements, ce qui est l'objectif, en 12 ans, cela implique de rénover environ 300 000 logements par an. Ce qui est en décalage un petit peu important par rapport aux rénovations que nous pouvons observer actuellement, parce que entre la période 2017 et 2021, j'ai repris les chiffres de l'ANA, nous étions en moyenne à 3800 rénovations, alors on va dire rénovations globales financées par l'ANA, réalisées tous les ans, à 73% dans des niveaux de loyers sociaux. Alors certes, ça ne représente pas l'ensemble en fait, des travaux qui ont été réalisés sur le parc locatif, parce que certains bailleurs améliorent leur parc en continu, etc. Mais en tout cas, en termes de rénovation accompagnée, on est sur ces volumes-là. Ce parc privé occupe un rôle important dans le parcours résidentiel des ménages. 5 millions de locataires du parc privé sont dans les premiers déciles de revenus. Donc on voit bien qu'il occupe une fonction d'accès, enfin de primo-accès, d'intégration dans le cadre du parcours résidentiel. Sur ces 5 millions de locataires dans le premier décile de revenus, 3,1 millions sont dans des logements donc au-dessus de la classe D, mais par contre 2,1 millions dans des logements en E, F et G. Donc clairement, c'est sur ces, à la fois ces ménages qui cumulent faibles revenus, faibles ressources et qui sont dans des logements en classe G, enfin EFG, que doivent se concentrer l'action publique. À noter donc sur la réhabilitation de l'habitat, il y a aussi l'entrée, on va dire, la lutte contre l'habitat indigne. Et c'est vrai que cette thématique en fait de la précarité énergétique s'articule et croise très fortement celle de la lutte contre l'habitat indigne. Et on verra tout à l'heure que les outils en fait d'intervention qui commencent à être mis en place sont les mêmes. Et donc sur les logements qui sont actuellement ciblés au titre de la lutte contre l'habitat indigne, 230 000 sont actuellement occupés par des locataires. Il y a deux grands enjeux pour la rénovation du parc. On l'a vu tout à l'heure, la question de la rénovation globale et de l'amélioration énergétique globale du parc est un enjeu, on va dire, commun à l'ensemble des ménages. Il y a un premier enjeu donc, de rénovation énergétique pour la décarbonation du parc. Et par rapport à cet enjeu de rénovation énergétique, le parc locatif ne peut pas être laissé de côté. Ensuite, il y a aussi des enjeux d'accompagnement, on va dire, de revitalisation territoriale, comment on traite l'ensemble des logements des territoires, y compris notamment dans le cadre de la requalification des centres anciens, où on va trouver beaucoup de parcs locatifs, des petites surfaces qui ne correspondent plus aux besoins des ménages du territoire, etc. etc. Cela implique aussi des enjeux de réflexion pour de l'accompagnement lourd, on va dire des réflexions plus urbaines aussi sur le devenir de ces territoires. Et enfin, le deuxième grand enjeu, c'est quand même le développement d'un parc privé abordable. C'est-à-dire que cette amélioration du parc doit être faite tout en conservant des loyers qui puissent continuer à être soutenables pour les ménages. D'où l'intérêt de développer des logiques d'intervention qui articulent des aides financières aux bailleurs avec des enjeux de performance et donc des réalisations performantes et des loyers conventionnés, donc via ce qu'on appelle la captation, c'est-à-dire le fait d'avoir des logements qui sont avec des loyers conventionnés et gérés par des organismes de gestion locative sociale. Donc cela permet à la fois la maîtrise de l'augmentation des loyers et ça permet aussi, l'objectif c'est aussi de pouvoir développer l'amélioration du parc privé déjà capté. Et pour cela, nous disposons
de plusieurs outils d'intervention qui articulent les outils incitatifs et coercitifs. Donc, quelqu'un l'a dit dans la salle tout à l'heure, c'est-à-dire que là, effectivement, on va dire la grande innovation de cette année, c'est la mise en place des tout premiers outils coercitifs avec le gel des loyers. Et on a vu que déjà, ça avait commencé à faire réagir au niveau des bailleurs. Donc la question de la mise en place des outils incitatifs, le gel des loyers, puis ensuite l'interdiction des passoires, mais aussi au niveau des territoires, il peut y avoir la possibilité de mettre en place des permis de louer et des permis de diviser qui permettent au niveau des territoires en fait, d'avoir une meilleure visibilité de leur parc. Mais il existe également des outils incitatifs qui se composent des aides aux travaux, des subventions, mais aussi d'aides fiscales, mais aussi des dispositifs de sécurisation pour les bailleurs. Donc, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail. Ça, il s'agit en fait de différents dispositifs qui existent actuellement pour les bailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on dispose actuellement d'un socle d'aides incitatives. Après, ces dispositifs sont assez complexes. Et l'enjeu, c'est comment on peut surtout, on va dire, démultiplier. Bon, je ne suis même pas sûre que le multiple de 10 soit suffisant pour que ces 4000 rénovations par an deviennent beaucoup plus importantes. Donc il y a un vrai enjeu en fait, de changement d'échelle par rapport à ces aides pour l'amélioration des logements des propriétaires bailleurs. Et c'est vrai que pour l'amélioration du parc privé, à la différence de ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure sur les structures collectives, on est vraiment sur des stratégies d'intervention en dentelle. C'est-à-dire que l'accompagnement des propriétaires bailleurs se fait en fonction déjà de leur situation à eux, de leurs revenus. Est-ce qu'ils sont monopropriétaires? Est-ce qu'ils sont pluripropriétaires? Est-ce qu'ils sont propriétaires de plusieurs logements, etc. Quelle est, eux, leur stratégie en fait, patrimoniale par rapport à ces logements? Est-ce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est juste un logement qu'ils ont récupéré en héritage et qu'ils gèrent tant bien que mal? On va aussi faire des accompagnements en fonction, est-ce que c'est en maison individuelle? Est-ce que c'est en copropriété? Et là, clairement, on n'a pas encore tous les outils d'intervention qui permettent de répondre avec facilité à ces sujets-là. Est-ce qu'il s'agit de monopropriété? Et enfin, sur les enjeux de protection des locataires, on est aussi sur des stratégies d'intervention en dentelle. C'est-à-dire que l'accompagnement des locataires pour limiter les impacts de la crise énergétique ne peut que se faire via un accompagnement social ménage par ménage. Donc à la fois les éco-gestes, des conseils personnalisés sur la renégociation par exemple de leur contrat, un accompagnement à l'ouverture des droits, etc. Après, dans tous les cas, on est dans un parc privé diffus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteur centralisateur qui permet réellement de pouvoir repérer et accompagner ces ménages avec fiabilité. Donc, en conclusion, c'est vrai qu'il apparaît un enjeu de développer très fortement les dispositifs en direction des bailleurs. Là, pour le moment, on en est un petit peu au balbutiement. C'est-à-dire que les premiers outils coercitifs ont été mis en place. On voit bien que ça commence quand même à faire bouger les choses parce qu'en tout cas, ça a permis de poser la question au centre de la table, alors qu'elle n'y était pas forcément auparavant. Et derrière, une fois qu'on a posé la question, effectivement, il s'agit maintenant d'élaborer collectivement des réponses. Et là, actuellement, clairement, nous n'avons pas encore l'ensemble des réponses. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux. Tout d'abord, améliorer cette question du repérage via le développement de partenariats, en fait, à la fois sur les logements, en direction des bailleurs, en fait, qui possèdent ces logements concernés par les futures interactions des passoires énergétiques, mais aussi en direction des locataires qui peuvent être en difficulté pour payer leurs factures à la fin du mois. Ensuite, élargir des partenariats aussi pour développer la sensibilisation, expliquer quelles sont les solutions qui existent et quels sont les accompagnements en fait, dont ils peuvent bénéficier en direction des fédérations de bailleurs, en direction des gestionnaires de logements, etc. Développer aussi les partenariats en direction des acteurs institutionnels, sachant que sur les acteurs qui interviennent pour l'amélioration de l'habitat, comme les opérateurs ANA, des liens existent, peuvent exister avec donc, les collectivités locales, avec aussi les CAF, parce qu'on peut être missionné, par exemple, pour la réalisation des diagnostics d'essence, ce qui permet déjà de mettre un premier pied, en fait, sur cette question-là.
Mais en tout cas, ce qu'on doit constater, c'est que les aides incitatives existantes actuellement sont encore trop peu opérantes et que il y a un vrai sujet de comment on réussit à développer les aides pour les bailleurs. Et enfin, et je finirai là-dessus, parce que donc, moi, je suis Cécile Guérin-Delaunay, je suis responsable du pôle réhabilitation à la Fédération Solia, et nous avons en fait ces deux casquettes, à la fois ce qu'on peut appeler opérateur ANA et gestion locative sociale. D'autres opérateurs ANA existent, et de même que d'autres opérateurs de gestion locative sociale. Et il y a un vrai enjeu, parce qu'on doit constater actuellement que on est dans deux sphères qui restent trop hermétiques encore. Donc il y a vraiment des liens à renforcer entre on va dire, ces deux sphères d'intervention et dans des communications dans les deux sens, à la fois pour faciliter la question de la captation et la gestion des logements en fait derrière, pour faciliter aussi l'accompagnement des bailleurs pour la réalisation des travaux, afin de on va dire, développer ces interventions sur l'amélioration du parc, tout en maintenant on va dire un volume de logements conventionnés qui permettent de loger les ménages les plus modestes. Patrick, mot de la fin. Oui, alors le mot de la fin, c'est ambitieux. Oui, donc on voulait revenir un petit peu sur la situation des personnes en milieu logées en milieu collectif, hein, puisque Cécile a abordé la situation du logement locatif privé, avec le premier sujet qui est que les personnes logées en résidence sociale sont relativement protégés de la précarité énergétique par le système de la redevance. En fait, les redevances payées par les résidents dans les différents types de résidences sociales, que ce soit FJT, FTM, pension de famille, résidence sociale classique, est une somme fixe qui inclut l'intégralité des fluides eau, chauffage, électricité consommés par la personne, et donc de fait, ces sommes ne faisant pas l'objet de réévaluation en cours d'année ou en fonction des consommations ou de l'évolution des prix, les personnes sont protégées de cette précarité énergétique, en tout cas financière, qui peut toucher les personnes quand elles sont comment dirais-je, titulaires directs des contrats d'énergie et de fluide. Cela dit, ce n'est pas pour autant que les gestionnaires évacuent complètement le sujet de la précarité énergétique et bien sûr mènent au sein de leur parc des actions de sensibilisation des personnes, notamment éco-gestes, etc. Il s'agit quand même d'avoir en tête que le rôle du gestionnaire est aussi d'armer les personnes logées face à une précarité énergétique qu'elles pourraient rencontrer dans le futur dans le cadre de leur parcours logement. Toutefois, cette protection qui est apportée aux personnes, en fait, elle rejaillit sur le gestionnaire qui, lui, supporte l'intégralité des hausses d'énergie, de fluide en général, et du coup se retrouve en situation assez complexe. On peut même parler de remise en cause de la pérennité d'un certain nombre de structures. On a parmi nos adhérents une grande partie d'entre eux dont la facture énergétique est multipliée par 2 et plus entre 2021 et les projections budgétaires pour 2023, ce qui indique des budgets qui passent de 10% en moyenne de chiffre d'affaires à 20%. Or, il est clair que aucun de nos adhérents n'a de marge de manœuvre suffisante pour absorber 10% de budget sur leurs résultats. Si c'était le cas, ça le saurait, on serait tous ravis, mais ce n'est pas le cas. Et
pour le moment, on est un peu, et ça rejoint le discours de notre premier intervenant, hein, on est confronté à ce mur de la fin du mois par rapport à la fin du monde, hein, c'est-à-dire de la nécessité de trouver une solution pour passer le cap. Donc clairement, aujourd'hui, l'idée est de faire, et c'est déjà pas tout à fait simple, hein, de faire bénéficier les gestionnaires des boucliers tarifaires gaz et électricité, parce qu'aujourd'hui, ils n'en bénéficient pas en tant que gestionnaires. Peut-être, et on y milite fortement, bénéficier d'une aide exceptionnelle transitoire, parce que les prix des boucliers représentent parfois un quadruplement du prix unitaire de la molécule ou voilà, pour les gestionnaires, donc ça pose un problème. Et évidemment, le chèque énergie dans sa configuration actuelle n'est pas une solution, puisqu'il est touché par la personne, y compris lorsqu'elle est logée en résidence, et s'applique sur une redevance qui, elle, n'est pas augmentée. Donc c'est très bien pour solvabiliser les personnes, mais ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin pour le gestionnaire. Donc cette situation qui est un petit peu, je dirais, paroxystique, hein, en ce moment de crise, doit malgré tout ne pas nous faire oublier qu'il faut se projeter à plus long terme et donc que la rénovation énergétique des bâtiments reste un objectif que nous devons poursuivre. Alors ce constat, il est valable, là je viens de vous parler essentiellement des structures collectives, mais ce constat, il est valable pour le parc des structures collectives comme pour le parc des logements d'insertion en milieu diffus lorsqu'il est propriété de gestionnaires MOI. Bon, l'état des lieux du parc, il est en cours dans la majorité de nos structures. Rien n'indique qu'il soit en moyenne très différent de celui du parc des bailleurs sociaux, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans les 8-10% de passoires énergétiques globalement. Bon, c'est à vérifier au fur et à mesure que les DPE augmentent. Hein. Je rejoins le discours qui a été tenu par Antonin et Justine sur la nécessité de faire ces DPE, y compris sur les structures collectives. L'effort à réaliser, il est très clair, il est très net, à la fois en matière de performance énergétique et également en matière d'adaptation de l'offre aux attentes des personnes logées en matière de confort notamment. Donc je pense que la rénovation énergétique doit se penser dans le cadre de rénovation aussi plus globale de l'offre de logement pour maintenir un parc attractif. Les besoins financiers, donc, ils sont réels, mais non seulement pour engager, donc, comme je vous le disais, des réhabilitations qui peuvent être complexes, notamment, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour des logements en copropriété, en diffus, mais également parce que globalement nos organisations ont des marges de manœuvre très limitées en matière de loyer, puisqu'on est dans des loyers fortement encadrés, qu'aujourd'hui l'équilibre économique, notamment comme il est raboté par la pression de l'explosion des coûts de l'énergie, nous laisse très peu de marge de manœuvre pour absorber potentiellement les financements de rénovation à mettre en place. Cela donc nous impose en fait un besoin très fort d'aide fiscale, subventions, prêts, de la puissance publique pour accompagner la mise à niveau du parc logement. Et on voit aujourd'hui que les solutions, alors je ne vais pas y rentrer dans le détail de chacune, hein, existent, mais qu'elles ont toutes comment dirais-je, un niveau d'adaptation plus ou moins fort à notre besoin. Donc on a les financements ANAORG qui sont aujourd'hui plutôt dédiés à la production d'une offre nouvelle pour les organismes MOI plutôt qu'à la rénovation d'un patrimoine déjà conventionné.
On a eu les interventions du plan de relance, alors qui sont peut-être un petit peu maintenant derrière nous. Ces financements ont été quand même très largement consommés sur des opérations lourdes par les bailleurs sociaux, et les organismes MOI ont eu un peu de mal à trouver leur place, et c'est un euphémisme. On nous annonce 200 millions d'euros de financement à venir sur l'année prochaine, et peut-être de façon récurrente, dans les mêmes conditions que le plan de relance. Encore, ces conditions doivent être précisées par le FNAP. Bon, dans l'absolu, ça semble des sommes importantes, mais elles sont très largement en deçà des enjeux, hein, puisque l'USH estime qu'il y a, j'ai toujours peur d'oublier un zéro, hein, mais il y a 80 000 rénovations à financer par an sur ce budget-là. Donc on voit très bien qu'on tombe à 2 500 € par logement, ce qui ne fait pas beaucoup. Il faut qu'on conclue vraiment, parce qu'on a pris beaucoup de retard tous voilà. les quatre. Écoutez, d'autres partenaires, hein, comme Action Logement, interviennent, mais sur des opérations très ciblées. On a la possibilité aussi d'avoir des subventions ponctuelles et variables selon les territoires, qui malheureusement, on le constate, hein, les collectivités locales sont un petit peu en retrait aujourd'hui. Donc la grosse difficulté pour les organismes MOI, c'est d'avoir accès à ces financements, de les sécuriser pour avancer dans les rénovations énergétiques. Bon. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Alors, ce n'est pas Marie-Françoise Davieilleville qui va venir maintenant. Je vous laisse regagner la salle, mais on va voir 3 exemples justement de réponses dans le réseau justement à ces enjeux que vous venez de décrire tous les 4 pour rénover le parc ou bien pour accompagner les propriétaires et les résidents. Je vais appeler Tristan Blin, responsable patrimoine Île-de-France chez Habitat et Humanisme Île-de-France, Laurent Vuidel, le président d'Eneo et vice-président de l'UNAFO, et Guillaume Segon, le chargé de mission transition écologique et solidaire à Solia. Merci à tous les 3 de venir témoigner. Vous avez un micro chacun, si tout va bien. Bonjour. On va commencer, Tristan, avec vous, si vous voulez bien. Alors, d'abord sur la particularité d'Habitat Urbanisme, vous avez d'un côté un travail un peu de conseil et puis d'organisation de la planification de vos rénovations, de l'autre, compte tenu du fait que vous êtes donc foncière et agence immobilière. C'est bien ça? On a une foncière pour laquelle on assure la gestion, et on a en effet des propriétaires bailleurs, propriétaires solidaires, pour lesquels on assure aussi la gestion pour compte de tiers. Alors Tristan, on vous a demandé de nous raconter un peu comment vous avez procédé pour votre diagnostic DPE de votre parc. D'abord, ça fait combien de logements? Alors, nous, on a 1500 lots à peu près, sur les deux. Et la foncière en a à peu près 500. Et les PropSol, on a à peu près 500. Et la troisième part, c'est les institutionnels à proprement parler. On les met un petit peu à part parce que très souvent, on est locataire sous locataire. Donc vous avez commencé par la foncière d'abord? Tout à fait. Donc 500 logements. Voilà, c'est ça. On le prend par quel bout alors? On prend par quel bout? C'est compliqué. En gros, on a commencé évidemment par notre foncière parce que c'était cohérent de démarrer sur ce qui nous appartenait. Et sachant qu'on était quand même dans l'expectative plus ou moins sur une nouveauté. Je remercie d'ailleurs Justine et Antonin pour leur super travail sur les diagnostics, parce que ça nous a quand même énormément aidé pour travailler, hein, donc ça c'était quand même super. C'est vrai qu'on a commencé sur notre foncière avec un parc qu'on connaissait quand même très bien, parce que très souvent, vu qu'on est aussi une MOI intégrée, on a des plans, on a des données, on a ce genre de choses. On a commencé en partant avec évidemment un diagnostiqueur qui avait forcément des reins suffisamment solides pour encaisser, si je puis dire, des commandes à plusieurs centaines. Donc là, il fallait qu'on travaille un petit peu en masse. Nous concernant, on est parti avec Exim Grand Compte, parce que c'était un historique et qu'on avait déjà des contacts. Il s'avère qu'on a rencontré plusieurs difficultés, il va sans dire. Concernant le diagnostiqueur? Concernant le diagnostiqueur, la maîtrise même du diagnostic, je pense que ça a été souligné tout à l'heure.
il faut comprendre que le diagnostiqueur, Pocha, il a quand même eu une nouveauté qui a commencé en juillet 2021, avec en plus un petit réajustement qui s'est passé entre-temps. Donc il a fallu se réadapter. C'est des nouvelles méthodes de calcul, voire des nouveaux logiciels. Et l'opposabilité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin pour eux. Parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation où ils prennent un risque. Ce qui était de l'ordre, on va dire, de l'informatif devient un document juridique presque, un document d'opposabilité. Comment vous avez récupéré les données auprès des copros? Excellente question. Donc on a un parc qui est en diffus et en monopropriété. Bon, la monopropriété, c'était quelque chose d'assez simple, évidemment. Un des acteurs qu'on n'avait pas forcément bien identifié, c'était le fait que pour réaliser les nouveaux diagnostics, on a besoin d'énormément de données. Ah oui. Copropriété. Voilà, c'est l'enveloppe qui est importante, c'est la production de chauffage, donc quand on est en collectif, c'est un vrai sujet. Et on va dire que le monde syndicataire n'est pas un monde qui est forcément, comme plein d'autres acteurs, nous-mêmes inclus, à l'aise avec son patrimoine et en connaissance parfaite de son patrimoine. Autant vous dire que quand il a fallu commencer à demander quelle était la puissance de la chaufferie, quand il a fallu commencer à demander quelles étaient les dernières consommations sur les 3 dernières années, ainsi de suite, et ben, ça a été complexe. Et on s'est rendu compte qu'on avait souvent porte close. On a passé un coup de main, évidemment, à nos diagnostiqueurs, c'est-à-dire qu'on avait assez mal géré cette première partie, en ce sens qu'on avait laissé nos diagnostiqueurs faire la démarche. On s'est rendu compte assez vite qu'ils avaient un blocage qui était fait par les syndics. Parce qu'ils ne veulent pas donner les chiffres ou qu'ils ne les ont pas? Je pense qu'en fait, on est sur un schéma complexe. On est en train d'ouvrir une porte et forcément, tout le monde se pose un peu la question. On va faire simple. Moi, tous les syndics que j'ai pu avoir au téléphone, j'aurais très vite demandé de se rapprocher de leur chauffagiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir les informations, il vaut mieux poser la question à celui qui l'entretient, celui qui le connaît, et ainsi de suite. Donc bref, in fine, on a réussi... Vous appelez le syndic qui appelle le chauffagiste, ensuite qui rappelle le syndic, et vous rappelez le syndic. Exactement. En fait, super, c'est efficace. C'est très intéressant en fait, de voir, parce qu'on est sur des schémas où on réfléchit à grandes choses, ainsi de suite, mais on voit bien que c'est souvent des tout petits sujets qu'on va avoir des blocages qui prennent du temps. Et comme souvent, je rappelle quand même qu'un diagnostic, ça coûte à peu près 100 € à la grosse, on va dire entre 100 et 150 €. Quand on est sur un marché grand compte, on est sur ces chiffres-là. Autant vous dire que le diagnostiqueur, il a quand même la montre pour trouver son équilibre budgétaire. Et c'est pas du tout anodin ce qu'on dit là. C'est-à-dire que voilà, ça c'est pour la première partie. Aller récupérer de l'information, c'est extrêmement complexe. Mais même les données qu'on va ressortir du diagnostic, il va sans dire qu'il ne va pas faire de sondage, le diagnostiqueur, pour aller voir si on a une isolation derrière. Donc on est sur une information qu'on doit lui transmettre. Il va sans dire qu'on a eu énormément de ratés, énormément, avec des choses qui étaient parfois de la mauvaise foi, parfois du raté, et parfois de la gestion de temps qui était complexe. Mais c'est vrai que je pense que l'opposabilité a aussi amené le diagnostiqueur à toujours flécher ce qui était, comment on peut dire, à défaut d'avoir une information sûre, il va prendre l'option la plus défavorable. Et c'est légitime. Et il ne va pas aller monter dans les comptes pour aller voir si on a du 10 ou du 20 en termes d'isolation. Et dans ces cas-là, il va plutôt mettre du 0. Donc charge à nous de revenir et de confirmer ou infirmer ce qui a été dit. La question de la prise de rendez-vous avec les locataires, c'en est une ou pas? On est encore sur le même sujet en fait, de toutes ces complexités. On a un public qui est un public, comme toute situation qui peut avoir, en fait, moi je viens de l'exploitation pour tout vous dire, et je peux avoir des difficultés pour une intervention avec un plombier dans une situation de fuite. Vous pensez bien qu'un diagnostiqueur qui vient, là ça peut être une vraie difficulté parce qu'il n'y a même pas un enjeu direct, visible pour le locataire. Donc c'est des choses on n'a pas forcément activé tous nos outils à cette première campagne pour mobiliser. La deuxième après. Et voilà, on apprend toujours de nos erreurs, donc on aime à croire que sur cette deuxième campagne, on sera un peu plus, on aura des facilités sur cet axe-là. Mais c'est vrai que ça a été une vraie difficulté et donc on a eu des sujets de fermeture de portes, de blocage. In fine, on arrive
Au final, vous arrivez quand même à avoir des données. Voilà, c'est ça. Comment vous compilez tout ça après dans un joli Excel on travaille beaucoup sur une base Excel. En fait, on a des pro-logiciels qui sont associés à nos bases de données. Et après, vous en faites quoi? Vous en faites un plan de rénovation? Voilà, on a un plan stratégique de patrimoine qui nous permet en fait de travailler avec notre foncière sur les grandes enveloppes de financement qu'on va être obligé d'engager on va dire sur les 5 prochaines années. C'est un peu complexe et je ne vais pas vous le cacher qu'on a encore plein de questionnements parce que, on l'a dit, les travaux efficaces, ils sont à l'échelle de la copropriété. En tout cas, à l'échelle de l'enveloppe d'un bâtiment. Donc, si on raisonne simplement en monopropriété, on va travailler l'enveloppe, on va être, hormis nos problématiques d'autorisation administrative et ainsi de suite, on est libre de pouvoir travailler sur ce qui est efficace. En copropriété, on est sur des sujets qui sont plus complexes, avec du positionnement, de la négociation, possiblement avec nos autres copropriétaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les préconisations qui sont indiquées à titre indicatif dans les DPE ne sont pas du tout adaptées à notre situation parisienne, notamment. Vous verrez très régulièrement la pompe à chaleur comme le sacro-saint solution pour passer en étiquette D, l'isolation ITI qui va être positionnée de manière très régulière, donc isolation intérieure, sauf que force est de constater que sur un 29 mètres carrés, quand vous mettez un R égale 3,7 par exemple, vous perdez 18 mètres carrés. Pardon, 18 en épaisseur, 18 en linéaire. Quand sur un couloir vous avez 18 que vous avez perdu, entre le BA13 que vous avez plus l'isolation, c'est mort, enfin, on ne peut pas travailler. Donc il faut toujours reprendre chaque dossier, être intelligent, essayer de se poser quelle est la bonne question. Voilà, c'est pas évident. Et donc pour le PSP, nous on a pris un parti qui est celui de, ce que j'aime à dire, tuer ce qui meurt vite, c'est-à-dire ce qui est efficace, rapide, et on va travailler dans un plus long terme peut-être avec les copropriétés pour... Est-ce que vous avez fait une colonne faisable, infaisable ou pas? On a fait une colonne... traitement rapide, traitement plus complexe. Et en allant peut-être jusqu'à l'idée de se dire, ce qui est complexe, on s'en sépare ou pas? Alors, dans les cas les plus extrêmes, et ça c'est un vrai sujet, dans les cas les plus extrêmes, avec par exemple une copropriété qui, on va dire, est défaillante dans sa capacité à prendre des choix, notre foncière nous a demandé à réfléchir. Oui. À se séparer de ça. Il faut comprendre que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette situation du décret d'essence qui va nous amener à une obligation de location, vous pensez bien que nos associations n'ont pas vocation à louer des logements indécents. Ça, je pense que là, on peut tous être d'accord. La situation, en plus de ça, du titulaire, du porteur de carte, avec une responsabilité qui peut être engagée, je pense que là, ça fait quand même beaucoup pour éviter de se mettre en défaut. Et donc, automatiquement, on va faire des choix. On ne va pas se garder des logements qu'on va maîtriser en vacances pendant 5 ans parce que la copropriété est toujours dans des tergiversations de prise de décision. Donc, il y aura des choix de vente. Ça, c'est inévitable. Et l'objectif étant quand même d'anticiper ces situations-là. Le calendrier de rénovation, ensuite, il tient compte de critères purement financiers, uniquement financiers, ou il y en a d'autres? Tout est complexe. On ne va pas se le cacher que les bonnes rénovations, elles se font en effet à l'échelle de l'enveloppe, mais elles se font aussi quand on est dans des obligations intérieures, de préférence dans une logique de vacances. On n'est pas des opérateurs, je pense, les 3 opérateurs qu'on entend, on a quand même une difficulté à faire ce qu'on appelle des opérations tiroirs, c'est-à-dire à reloger le temps des travaux pour se repositionner. On peut le faire sur des pensions de famille, sur des résidences sociales, mais on n'a pas le parc d'un bailleur social classique, si vous voulez. Donc automatiquement, c'est vrai que les temps de vacances sont des temps forts pour faire des gros travaux. Donc voilà, il y a des plannings, des opportunités, des situations. Voilà, faut qu'on ait ça en tête pour travailler vite et bien. Et pour ce faire, c'est vrai que le fait d'avoir projeté des enveloppes budgétaires, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. En disant, voilà, sur les 500 lots, j'en ai une centaine qui sont en passoire énergétique. Sur ces 100 lots, j'en ai en effet 30 que je peux traiter facilement, peut-être 30 qui sont plus complexes et 30 sur lesquels je m'interrogerai et 10 sur lesquels j'ai pas encore positionné mes choix. Mais voilà, pour vous donner un peu notre stratégie. Deuxième campagne, on en parle, les proprios. Oui, deuxième campagne, et ben évidemment... Là, vous tenez compte des enseignements de la première. C'est ça, exactement. Ouais. Et en plus de ça, on est assez satisfait d'avoir commencé par nous-mêmes pour justement essayer d'éviter d'amener nos propriétaires dans le mur sur 2-3 sujets. D'autant plus que vraiment plein de problématiques se posent. Un propriétaire bailleur solidaire, pour lui, l'appréciation
de mettre 15 000 euros de travaux, ce n'est pas forcément la même que pour une foncière. Deuxièmement, on est aussi dans des inquiétudes sur l'acceptabilité des nouveaux DPE qui va se passer pour le propriétaire. Je m'explique. Un propriétaire qui, dans le cadre de l'ancienne méthode, avait un DPE qui allait être en étiquette, je vais dire une bêtise, E, parce que la nouvelle méthode recalcule et repositionne, va se retrouver en étiquette F alors qu'il a changé les fenêtres il y a 5 ans. Il ne va pas nous accueillir à bras ouverts pour faire des travaux, il faut quand même se le dire. Donc il faut qu'on soit extrêmement bon et qu'on ait une forme de contrôle qualité de ce qui va être transmis aux propriétaires avant la négociation de travaux qui va avoir lieu, l'accompagnement travaux qui va avoir lieu. Donc en tout cas, pour synthétiser les enseignements. Diagnostiqueur, vous avez changé ou pas? Alors, diagnostiqueur, il s'avère que Exime Grand Compte, on s'est quand même retrouvé à avoir de nombreux réunions, questionnements et ainsi de suite, ce qui nous a amené malgré tout à une amélioration en fin de première campagne. On a fait le choix, pour le coup, de les conserver, mais que sur une partie du territoire, et de prendre un deuxième diagnostiqueur, en se disant qu'il fallait qu'on ait un plan B en cas de défaillance du premier, et avec la possibilité en effet de mobiliser un deuxième diagnostiqueur si c'était défaillant. On s'est dit que cette question de la récupération des données auprès du syndic ne pouvait pas être centralisée sur l'agence immobilière, sur nous. Le propriétaire. C'est chronophage, mais comme c'est pas possible. C'est chronophage, c'est aussi une prise de risque parce que s'il y a une erreur qui nous est transmise, on est quand même sur une relation qui est complexe. Donc vous dites au propriétaire, vous en occupez. On part du principe que le proprio, il est aussi client de son syndic, il est aussi donneur d'ordre de son syndic, et donc il aura plus d'autorité, ça on le constate assez régulièrement d'ailleurs, pour récupérer cette donnée. Néanmoins, on a quand même travaillé pour lui faciliter la donne. On a fait des courriers types à destination de son syndic, on lui a préparé en fait tout un semblant de choses pour lui faciliter cet accès-là. Donc on est parti sur cet axe-là. Donc ça, c'est la première étape, et surtout pour éviter des logiques de travailler pour rien, surtout sur les OS, les ordres de service qu'on va envoyer à nos diagnostiqueurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vérification en fait, des bons de commande avec les données qui ont été transmises par le propriétaire avant d'envoyer l'ordre de service. Donc il faut que le bon de commande soit bien complété avec les données syndicataires avant qu'on l'envoie au prestataire. Donc ça fait partie aussi des accords qu'on a mis en place avec nos diagnostiqueurs, c'est-à-dire vous améliorez votre travail qualité, vous travaillez sur tous ces éléments-là, et nous, on s'assure que les données qu'on vous remette soient le plus complètes possible. Troisième sujet, l'accès au logement. Exactement. Donc nous, on a quand même un avantage qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est qu'on a toute une équipe de bénévoles locaux. Vous avez des antennes. Exactement, ce que moi j'appelle la proximité. De ma propre expérience, j'ai jamais eu autant de facilité comme d'accès dans les logements par l'intermédiaire des bénévoles qui ont eu des relations parfois de proximité avec nos locataires. Il va sans dire que là, on a rappelé les troupes pour leur dire que là, il y aura une grande campagne et qu'on attend de leur part une facilité en cas de difficulté d'accès. Donc ça a été un vrai sujet et c'est quelque chose sur lequel on mise beaucoup pour faciliter cet accès. Très bien. Merci pour votre témoignage, Tristan. Plaisir. Merci beaucoup. Laurent, combien de logements, rappelez-nous, Léo? À peu près, un peu plus de 5000. Un peu plus de 5000. On va voir comment vous accompagnez aussi les résidents à des usages plus économes. Soyons très concrets, en ce moment, les factures, c'est comment? Le gaz, l'électricité Alors nous, on avait un marché électricité qui couvrait 2021-2022, donc on n'a pas encore senti la douloureuse. Là, elle va arriver plutôt à partir de janvier. Pour négocier les on est en plein appel d'offres du contrat. Oui. C'est combien? On vous propose quoi? Aujourd'hui, on imagine, mais avec toutes les réserves d'usage sur le fait qu'on ne sait pas comment seront calculés les tarifs l'année prochaine, et notamment à quelle part d'énergie d'origine nucléaire à tarif très réglementé on aura droit. Mais toute chose égale par ailleurs, par rapport à cette année, on imagine à peu près 40% d'augmentation sur l'électricité. Voilà. Et vous avez ce qui a le plus augmenté là Là, on a eu le gaz cette année. Le gaz, c'était 200% d'augmentation, prix de marché, et capé à 80% avec le bouclier tarifaire. Donc, faut mobiliser les résidents oui. Pour évidemment réduire la facture. Comment on fait? Vous avez pris par quel bout là aussi? Quel questionnement vous avez eu?
Oui, en fait, c'est un questionnement assez ancien, parce que finalement, ces sujets-là, ils nous occupent depuis longtemps. Mais c'est vrai que l'urgence n'était pas du tout la même que celle à laquelle on est confronté depuis le début de l'année, avec ces augmentations importantes. Dans les expériences qu'on avait faites et dans les sujets qu'on a travaillés jusqu'à présent, et notamment un sujet qui a été travaillé avec France Michel à l'époque où elle était à l'UNAFO, dans sa thèse professionnelle autour justement de la question énergétique, on a beaucoup cherché à travailler sur la question de comment est-ce qu'on embarque les résidents avec nous dans cette problématique des économies d'énergie, beaucoup plus que dans des systèmes de contraintes qui leur sont imposés et dont globalement la conclusion de la thèse à l'époque de France Michel, qui doit être disponible dans toutes les bonnes librairies. Du collaboratif plutôt que du coercitif, c'est ça Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les systèmes coercitifs finalement se contournent assez facilement. En tout cas, c'est notre point de vue, et que en fait, le fait qu'on n'ait pas de signal prix sur nos logements, c'est-à-dire que les résidents payent des charges qui soient forfaitaires par rapport à la consommation plus ou moins élevée qu'ils en ont, fait que effectivement, c'est pas un système dans lequel il y a un rappel à un moment financier sur le paiement du prix. Pardon, je fais la parenthèse d'or, mais quand vous dites que ça se contourne facilement, qu'est-ce qu'elle avait observé, France Michel? En fait, dans ce qu'elle avait observé, mais nous on a refait une enquête en début d'année où on est allé voir la totalité des logements de nos résidents pour regarder un peu ce qu'il en était au moment où justement le gaz a beaucoup augmenté. On a, comme ça, brut, un peu de décoffrage, 10% de nos résidents qui ont un convecteur électrique supplémentaire dans leur logement. Et quand on va chez les résidents au moment où ils sont absents, sur ceux qui sont absents, on en a 20% qui ont laissé soit la lumière, soit la télé allumée. Voilà. Donc, en fait, finalement, on se rend bien compte que, alors effectivement, on peut se dire, on va mettre des systèmes qui font que quand ils auront refermé la porte, voilà, comme à l'hôtel, mais à l'hôtel, on sait tous qu'on peut mettre, on peut laisser une carte quand même, voilà. Il y avait des systèmes divers et variés qui ont été expérimentés par les uns et par les autres. Nous, globalement, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos résidents que, effectivement, cet impératif d'économie d'énergie, aujourd'hui, il s'impose, et il s'impose à tout le monde. Notre postulat, c'est qu'ils ont au moins autant de conscience écologique que les autres, et qu'après, c'est vrai que comme ils n'ont pas ce signal prix, qui chacun d'entre nous peut nous rattraper finalement sur cette question de la consommation, et bien, c'est plutôt dans l'accompagnement et dans la collaboration qu'on arrivera à trouver les réponses à ces questions d'économie. Et on fait de l'accompagnement collectif ou on fait du un par un, du porte-à-porte? Alors là, on va essayer de mettre plusieurs fers au feu. En ce moment, on a choisi effectivement plusieurs méthodes. La première, en début d'année, c'était du porte-à-porte. Donc c'était effectivement ces visites. On va voir les résidents, s'ils sont là, s'ils ne sont pas là. Et ensuite, on leur indique ce qu'on a pu constater dans leur logement. Notamment, on avait fait des petits systèmes de rappel économie d'énergie, et sur lesquels on leur disait, voilà, on a pu constater que vous aviez laissé la lumière allumée, etc. Bon, là-dessus, on utilise avec eux trois arguments en ce moment. Hein. Le premier, c'est bien entendu l'argument écologique, ce que je disais. Tout le monde a du bon sens écologique. On a tous intérêt à économiser les ressources de la planète. Le deuxième, c'est malgré tout un argument financier, c'est-à-dire, voilà, on essaye de monétiser combien ça coûte et de leur dire, finalement, cet argent-là, si on le passe en dépenses d'énergie, ben on le passe pas ailleurs, quoi, alors qu'on pourrait faire plus de travaux dans votre résidence, améliorer le cadre de vie, ouvrir des enveloppes plus importantes dédiées à la convivialité, etc. Et se rajoute depuis cette année un argument plus citoyen, pour le coup, autour effectivement de la question de la nécessité collectivement d'économiser l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine, pour que, je dirais, collectivement, on arrive à faire tenir notre système énergétique. Voilà. Donc ça a été ces premières actions de porte-à-porte qu'on a fait au début de l'année et qu'on souhaite effectivement maintenant reconduire, mais dans un système où elles seront couplées à des actions plus collectives. Donc on cherche à avoir de l'appui d'un prestataire qui est à l'aise dans les questions de concertation, voilà, pour venir en fait créer pour nos équipes des kits de réunions de concertation orientées notamment autour de la question énergétique. On avait des réunions de concertation annuelles dans nos résidences, mais qui étaient plutôt orienté autour de l'accès au logement et puis de la bonne vie de la résidence, on va dire, du respect du règlement intérieur, enfin de la façon dont les gens vivent leur résidence. Voilà, on voudrait y donner un sens énergétique beaucoup plus fort. On s'appuie notamment pour ça sur les systèmes de suivi des consommations énergétiques de notre patrimoine. Vous savez, nous, on a la chance d'appartenir à un groupe HLM
Et donc, par le groupe, on a un outil de suivi de l'ensemble de nos consommations énergétiques, alors qu'a demandé un temps assez phénoménal d'initialisation, parce qu'il faut raccrocher chaque contrat de chaque résidence, etc. Donc, c'est des démarches qui sont assez lourdes, mais qui maintenant nous permettent d'avoir une statistique sur, on va dire, plus de 80% du parc qui est très fiable sur de la consommation, avec les retours soit directement des gestionnaires de réseau, donc les données de comptage de GRDF, d'Enedis ou de la CPCU, soit par la lecture automatique des factures pour avoir ces données de consommation. Donc on va dire que globalement, en un mois, avec un mois de retard, on doit pouvoir avoir des consommations assez fiables. Et donc notre volonté, c'est là de pouvoir afficher tout cet hiver des repères de consommation résidence par résidence par rapport à l'année dernière, donc en disant on espère qu'en décembre là on soit capable de sortir sur le fait que sur le mois d'octobre on a consommé X% de plus ou de moins d'énergie, en essayant de rentrer dans des démarches où on encourage la diminution de l'énergie et où on alerte, où on renforce des actions de sensibilisation quand on voit qu'il y a des augmentations de charges. Il faut appuyer le plus où finalement, le volet écolo ou citoyen? Alors ça, moi, aujourd'hui, je ne sais pas dire, mais je pense que ce sera un enseignement intéressant finalement de ces réunions-là. Sur l'aspect financier, une des choses qu'on avait imaginé, qu'on n'a pas mis en œuvre, mais moi j'attends beaucoup de ces réunions pour voir un peu si c'est des choses qui ressortent. C'était effectivement de se dire qu'il pouvait y avoir une forme de partage du gain. Voilà. On le fait avec nos chauffagistes, on a des contrats d'intéressement assez classiques, c'est-à-dire quand le chauffagiste il fait des économies d'énergie, il récupère une partie de la facture de gaz qu'on n'a pas consommée. Mais c'est vrai qu'on avait un peu en tête de faire un système un peu similaire finalement au niveau des résidences et de se dire qu'il pouvait y avoir une forme d'incitation, alors pas financière dans le sens où on leur ferait un chèque, c'est pas l'idée, mais plutôt d'abonder un fonds d'action collective ou de pouvoir effectivement indiquer aux résidents qu'il y aura une forme de bonus si à la fin on a constaté des réelles économies financières. Merci beaucoup, merci Laurent pour le témoignage. Guillaume, Solia, on va parler de ce programme pour transformer les logements énergivores en bâtiments BBC. Globalement et assez rapidement, comment vous avez accueilli d'abord ce plan de sobriété énergétique qu'on a découvert la semaine dernière? Alors très bien, puisqu'il y a des actions collectives qui devront être mises en place pour lutter contre le changement climatique et contre la réduction des consommations d'énergie. Par contre, ce type d'action devra être socialement juste. On sait très bien tous autour de cette table que la plupart des ménages en situation de précarité subissent la sobriété au quotidien. Donc il faudra que ces actions soient égalitaires, comme l'a dit Andreas tout à l'heure. Et deuxième chose, il va falloir qu'elles soient accompagnées de mesures structurelles pour transformer le parc de logement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Tendre vers un niveau BBC pour des ménages précaires, ça vous semble réaliste? Alors aujourd'hui, c'est anecdotique. En tout cas, on l'a vu avec le nombre de rénovations performantes qui sortent aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des coûts de chantier très très élevés, des contraintes technico-sociales pour des ménages en situation de précarité qui sont assez importantes. Vous avez des artisans qui sont très peu formés en fait finalement à ce type de rénovation performante. Et vous avez surtout des niveaux de financement qui ne sont pas du tout adaptés à ce type d'ambition. Donc c'est de là que finalement vient, de ces constats-là que vient le projet. Exactement. BBC. Donc Solia, en tout cas la fédération Solia est partie de ces constats, des nombreux experts qui travaillent dans ce secteur-là, des travaux du gouvernement et de tous les acteurs du secteur pour essayer de trouver des solutions à ça. Vous n'êtes pas les seuls, parce que vous êtes entouré d'un paquet d'experts. Exactement, le but c'est pas de travailler tout seul puisque Solia travaille, en tout cas la marraine de ce programme c'est la députée de l'Isère Marjolaine Meignet-Millefer qui est connue pour ses prises de position sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis on a un comité de pilotage qui est composé de l'ANA, de la Fondation Abbé Pierre. On s'est entouré aussi des fédérations de bâtiments comme la CAPEB pour que tout le monde puisse réfléchir à ce type de solution opérationnelle et qu'on aille tous vers ce type de travaux-là. Si vous deviez nous pitcher, donc, Guillaume, le projet Solia BBC Solidaire. Solia BBC Solidaire, c'est très simple, c'est permettre à des ménages à très bas revenus d'atteindre des niveaux de performance énergétique dans leur logement très élevés, avec 3 objectifs.
100% rénové, donc c'est l'atteinte du niveau BBC, mais labellisé avec un label BBC Rénovation. 100% financé, c'est-à-dire financer la totalité de ce type de chantier-là, mais sans avoir accès à des prêts. Donc on est sur des subventions vraiment qui sont versées pour le chantier. Et c'est 100% accompagné, c'est prendre le ménage au départ de son projet et l'accompagner jusqu'à son logement, enfin jusqu'à ce que son logement soit rénové après les travaux, quoi. C'est combien de chantiers concernés au départ? Alors, c'est une expérimentation. On travaille sur une dizaine de chantiers aujourd'hui qui sont répartis de manière totalement aléatoire en France, puisqu'on a voulu aller chercher des zones climatiques différentes, des types d'habitats différents, et puis des contextes politiques de rénovation de l'habitat différents. Voilà. Si on parle chiffres, ça coûte combien un chantier? Alors, un chantier BBC aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher, surtout dans le contexte actuel avec l'augmentation du coût des matériaux, Ouais. etc. Mais on est sur une moyenne entre 60 et 70 000 euros de travaux aujourd'hui, ce qui est quand même assez élevé du coup pour quelqu'un qui est sous le seuil de pauvreté. Ce qui fait un reste à charge de combien pour les ménages? Aujourd'hui, avec les financements publics qu'il existe, on est à peu près à entre 15 et 30 000 euros de reste à charge. Donc imaginez quelqu'un qui veut se lancer dans ce type de projet-là, lui dire qu'il va lui rester 30 000 euros à financer, c'est impossible, en tout cas dans le vécu psychologique du truc, quoi. Tous les types de logements sont concernés, qu'ils soient en MOI, Alors oui, propriétaires, le occupants, but de bailleurs. l'expérimentation, c'est vraiment d'essayer de trouver une solution à tous les types de logements, les passoires des propriétaires occupants, les logements des propriétaires bailleurs qui sont en difficulté financière et qui ont à l'intérieur potentiellement des locataires en situation de précarité, et aussi d'essayer de trouver des solutions, enfin en tout cas un process qui permettrait aussi de faire ce type de rénovation dans les logements, par exemple en maîtrise d'ouvrage d'insertion, etc. Donc on est en train d'essayer de trouver des solutions à tout type de logement. Là, vous avez mis en place un process là, pour l'expérimentation. C'est quoi les grandes étapes en fait, du process? Vous commencez par quoi? On va dire qu'il y en a 5 grandes étapes. La première, c'est d'abord de travailler à une analyse fine du bâti et à une analyse fine de la situation du ménage, puisque les travaux doivent être adaptés à la technicité du bâtiment dans lequel on va intervenir, mais aussi aux contraintes et aux besoins et aux attentes du ménage. On ne va pas construire un projet qui ne va pas convenir à un ménage, ce n'est pas du tout l'enjeu. Donc on va aussi essayer d'étudier sa capacité à co-conduire, à co-construire son projet. Est-ce qu'il est en capacité d'aller chercher lui-même des artisans ou est-ce qu'on doit le faire pour lui? Est-ce qu'il a des difficultés numériques ou pas? Donc c'est d'abord cette étude-là. Ensuite, il y a une grosse partie de montage de dossiers technico-administratifs, financiers pour aller chercher toutes les subs possibles, faire des documents techniques type audit énergétique. Là, c'est etc. Solia qui fait tout. Ça, c'est Solia qui fait tout, qui s'occupe de tout, effectivement. Toutes les équipes de Solia qui font ça. Ensuite, vous avez une grosse partie travaux où vous allez accompagner les entreprises locales qui vont intervenir sur le chantier à faire ce type de chantier-là. En fait, le but de l'expérimentation, c'est vraiment d'accompagner le tissu artisanal local, pas forcément de travailler avec des entreprises qui savent faire ce type de travaux, mais plutôt de prendre le plombier, le plaquiste du coin qui habite à côté du ménage et de l'amener vers ce type de performance, donc l'accompagner dans la mise en œuvre des matériaux, etc. Donc c'est tout un suivi très très concret sur le terrain avec l'artisan. Et après, vous avez les dernières grandes étapes, c'est l'accompagnement du ménage dans son logement après les travaux, pour qu'il apprenne à vivre dans un logement rénové et à avoir des gestes adaptés à ce type de logement. C'est énormément d'investissement en fait, quand même pour vous en termes de temps. Alors, ça coûte combien, si on essaie de chiffrer le coût de cette prestation d'accompagnement? c'est là où ça tique un peu, c'est qu'un accompagnement complet comme ça de A à Z, ça vaut entre 4 et 6 000 euros aujourd'hui, en fonction du projet, de la technicité du projet, des difficultés financières ou sociales du ménage. Mais on voit qu'on est très loin aujourd'hui des financements qui sont alloués à l'accompagnement des ménages dans les travaux de rénovation énergétique. Vous avez choisi d'être accompagné par des sociologues. Pourquoi? Alors oui, le but d'être accompagné par des sociologues, c'est que cette expérimentation serve à démontrer quelque chose, serve à identifier des points de rupture à un moment dans un parcours d'accompagnement, pour savoir à quel moment le ménage est en difficulté avec son projet, à quel moment l'artisan va devoir être impliqué, à quel moment l'accompagnateur va devoir être impliqué. C'est vraiment pour vraiment suivre de manière sociologique et identifier des points de rupture. Vous avez combien de chantiers là, sur les rails aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en a... Ils sont financés et tout. Ouais, alors on en a 3 qui sont financés, enfin qui sont lancés aujourd'hui, donc les travaux ont démarré dans le Jura, dans le Doubs et dans les Bouches-du-Rhône, donc à Marseille.
En fait, si vous voulez, vu qu'on va chercher des financements complémentaires pour financer le reste à charge, eh bien, on lance un peu les chantiers au goutte à goutte, puisque le temps de répondre à des appels à projets ou d'aller chercher des financements privés pour pouvoir financer les travaux, en attendant... Ça veut dire que quand c'est lancé, c'est qu'il n'y aura pas de reste à charge ? Quand c'est lancé, les 3 programmes qui sont lancés, on est à 0 reste à charge pour le ménage. Sur des travaux, le premier chantier dans le Jura, on est à 60 000 € de travaux, donc financés entièrement. Dans le Doubs, on est à 80 000 € de travaux, parce qu'il y a une partie de restructuration de maçonnerie, etc., qui est aussi financée. Et idem dans les Bouches-du-Rhône, donc 100% financé. Je ne vous ai pas demandé pour les bénéficiaires. Qui sont les concernés ? Bénéficiaires, on a été, c'est pareil, on s'est restreint à aucun type de profil. On est sur donc le premier chantier par exemple, c'est des primo-accédants. Le deuxième, ça va être une famille monoparentale avec des enfants à charge en difficulté financière et sociale. Il y a des propriétaires âgés. Donc on n'a pas de profil type en fait. On a essayé d'ouvrir le plus possible pour justement essayer de savoir quels sont les points de rupture pour quel type de profil. Et idem pour les logements, on va chercher tout type de logement, années 70 pour savoir combien ça coûte, maison typique en Provence, voilà. Quand vous les sondez pour leur demander quelles sont leurs attentes sur cette rénovation-là, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait ? Elles sont multiples. Alors la première préoccupation, c'est de réduire ses factures d'énergie pour pouvoir réorienter la dépense énergie sur d'autres dépenses du quotidien, l'alimentation, le carburant pour aller au boulot, etc. Mais on est aussi sur des problématiques plus larges comme l'augmentation de la valeur vénale du bien. Voilà, c'est des gens qui veulent aussi redonner un peu de valeur à leur logement. Voilà, il y a plein de sujets qui touchent les ménages aujourd'hui dans la rénovation de leur logement. Est-ce que vous avez identifié des impacts indirects, peut-être que vous n'aviez pas forcément soupçonné au départ ? Il y en a énormément, notamment sur le tissu artisanal local, puisque vous allez chercher des artisans qui n'ont pas forcément, qui travaillent pas forcément dans ce type de chantier-là, donc ça veut dire que plus de main d'œuvre. Voilà, ça a des incidences sur les collectivités, puisque elles se sentent concernées par ce type de projet. Du coup, elles vont réfléchir à mettre en place des politiques qui permettent d'aller vers ce type de rénovation-là. Donc puis il y a des enjeux d'économie locale en fait tout simple, c'est-à-dire que maintenir un ménage précaire dans un territoire, ces enfants vont continuer d'aller à l'école, ils vont continuer d'aller à la boulangerie le week-end, etc. Donc c'est tous ces impacts-là qui sont importants aussi à prendre en compte. Comment vous faites vivre ces chantiers pendant leur déroulement ? Alors, de la sensibilisation, de la communication, de l'info ? Ouais, c'est ça. En tout cas, l'équipe de sociologues est continuellement en lien avec le ménage. Donc nous, on a des retours d'expérience du ménage quasi quotidiens. On va faire des reportages vidéo aussi avec les premiers ménages qui ont été identifiés. Et puis, comment on va le faire vivre sur le long terme, une fois que l'expérimentation sera terminée, le but c'est d'établir un espèce de guide des bonnes pratiques. Pour partager. Pour partager, exactement. Ouais. L'idée, c'est pas de garder cette expérience pour nous, c'est d'essayer de la donner aux autres acteurs pour qu'on travaille tous ensemble dessus et que ça puisse potentiellement être démultiplié. Voilà. Merci beaucoup. Juste Laurent Tristan, votre regard sur cette expérimentation et ce qu'ils arrivent à réaliser ? Moi, je trouve ça très intéressant. J'aime bien l'idée de l'apprentissage par le chantier. Parce que ça, c'est vraiment nous ce qu'on rencontre aussi, c'est-à-dire des entreprises qui ont gapé aussi par des chantiers où on a été exigeant. Et donc, là, BBC, c'est carrément le seuil d'après. Et Laurent ? Oui, je trouve que c'est effectivement un beau défi parce que finalement, on allait chercher à peu près toutes les contraintes qu'on pouvait se donner, quoi. Donc, mais c'est très bien que les expérimentations servent à ça et j'espère que vous arriverez à en faire suffisamment pour que ça autorise le retour d'expérience. Et je pense pour qu'on aille gagner les derniers pourcentages de sub qui manquent d'ordinaire et qui interdisent la massification de ce genre de sujet, alors que les besoins sont patents et qu'il y a sans doute un effet de levier assez fort à aller chercher. Est-ce que je vais prendre une ou deux questions éventuellement si vous en avez par rapport au projet qu'on vient de présenter, aux initiatives, si vous voulez avoir plus d'infos. Bon, après, vous aurez le temps du déjeuner aussi pour échanger avec Laurent, Guillaume et Tristan. Est-ce que vous avez des questions ? Puis pendant ce temps-là, je vais demander à Andreas s'il veut bien revenir, juste pour la conclusion, et à Marie-Françoise Lavieille aussi, la vice-présidente. Marie-Françoise, vice-présidente de Solia, Andreas, voilà. Attendez, je vais me décaler un peu, on aura plus de place, pardon.
Marie-Françoise, vous pouvez venir vous installer là, si vous voulez. Non, vous êtes bien, vous avez envie d'être entouré. Minoritaire, mais bien entouré. Des questions ou pas? Oui, pardon. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis assez impressionné par ce qu'on vient d'entendre de la part de Solia et aussi d'Habiter Humanisme. Enfin, moi je suis du SNL, hein, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses à dire sur le sujet. Bon, je voulais savoir, oui, parce que ce qui est impressionnant, c'est les accompagnements en fait, les accompagnements tiers que vous mettez en place, d'un côté avec des sociologues et puis Habitat Humanisme aussi de son côté. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez des échecs déjà, disons, quand vous essayez de faire quelque chose dans l'expérimentation, est-ce que vous avez des refus, par exemple? Enfin, comment ça se passe par rapport aux propriétaires que vous sollicitez? Est-ce qu'il y a des... Quelles sont les raisons pour lesquelles ils refuseraient de s'engager dans la démarche, par exemple? Je me permets de répondre du coup. Alors oui, on a beaucoup de refus. Vous allez demander à un ménage de s'engager dans une expérimentation, ça veut dire que il va devoir partager, co-construire, peut-être être filmé, peut-être témoigner. Donc déjà, rien que par rapport à l'expérimentation en tant que telle, oui, on a plusieurs ménages qui ont refusé de rentrer dans ce type de process-là. Après, c'est plutôt l'ampleur des travaux et les délais en fait que ça va engendrer. C'est très, enfin, on rentre chez le ménage, hein, on rentre dans son intimité pendant 4, 5, 6 mois. Il va y avoir de la poussière chez lui, donc c'est beaucoup de contraintes. Et oui, on a pas mal de ménages qui refusent en fait de rentrer dans ce process et qui vont préférer y aller étape par étape et peut-être potentiellement faire de la rénovation plus ciblée. Mais alors, c'est aussi le but de l'expérimentation, c'est aussi d'avoir des échecs en fait. Je vous parlais de la labellisation BBC. Sur certains chantiers, j'ai un petit doute sur l'obtention du label, par exemple. Mais ça va nous permettre d'avoir un retour d'expérience. Pourquoi, sur ce chantier-là, j'arrive pas à atteindre le niveau BBC? Quelles sont les contraintes techniques qui m'empêchent de le faire, etc. Donc oui, pour nous, c'est aussi une bonne chose d'avoir des échecs dans ce type de projet-là. Merci. Une autre question? Oui, juste pour compléter peut-être la précédente, oui. Vous parlez du coup comment vous travaillez tous ou comment on anticipe ou pas ces questions de relogement, puisqu'on est toujours sur des ménages en situation de précarité, peut-être pas avec forcément des relais, etc., sur des travaux d'envergure, ou alors pour les locataires du parc auprès de propriétaires solidaires, on parlait de l'enjeu de faire ça pendant un temps de vacances. Mais du coup, est-ce que il y a d'autres formes de réponse peut-être du coup dans ce cadre de ce projet-là, de cette expérimentation sur le relogement quand il y a des travaux qui nécessitent d'être hors du logement? Le phasage des travaux est très important dans ce cadre-là. Le but, c'est d'essayer que le ménage reste le plus possible dans son logement. C'est plus facile avec des primo-accédants. On a un chantier sur des primo-accédants, donc on va les maintenir dans leur logement avant. C'est une question qu'on n'a pas, enfin en tout cas on a réfléchi, mais on n'a pas été confronté encore à ce type de solution-là. Donc je pourrais répondre à cette question quand j'aurai un ménage qui devra partir de son logement pendant 3 mois. Merci beaucoup. Marie-Françoise, vous voulez commencer? Et puis Andreas conclut la séquence, ça vous va ou pas? Ça me va. Ça vous va comme ça? Très bien. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin et mon ambition n'est pas de faire une synthèse de ce qui a été dit, mais plutôt d'essayer de sortir quelques messages qui me semblent importants. Alors d'abord, en termes d'enjeux, évidemment, les enjeux de la rénovation énergétique des logements d'insertion sont gigantesques, et la rénovation énergétique des logements en général. En termes de volume, on a vu qu'on parle ici de plusieurs millions de passoires énergétiques. En termes d'ambition, puisqu'il s'agit de décarboner 20% du parc de logements, et puis aussi en termes de poids de la précarité énergétique, puisqu'on estime en 2019 qu'on a 3,5 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Ces enjeux, compte tenu du contexte qui a été décrit ce matin, vont aller certainement croissant, vont peser de plus en plus, et il est à craindre, en tout cas c'est ce qui me semble a été exprimé, que les mesures prises à la fois pour contenir les prix de l'énergie et les mesures aussi pour faire des économies d'usage ne soient pas à la hauteur du défi de la transition énergétique.
les aides mises en place, elles sont ou insuffisantes ou inadaptées pour résoudre cette équation qu'on a devant nous, à savoir réussir des rénovations ambitieuses, complètes, et en même temps continuer à servir la question du logement des personnes en difficulté ou des personnes précaires, puisque c'est le public de nos associations. Bon, si on regarde les aides mises en place pour contenir la hausse des prix de l'énergie, bon, elles sont réelles, elles sont même exceptionnelles. On a vu qu'elles pèsent d'ailleurs sur le budget public, le chèque énergie, le bouclier tarifaire, le plafonnement de l'IRL, la revalorisation des plafonds de l'aide au logement. On a évoqué 45 milliards d'euros dans le budget 2023. Bon, pourtant, et c'est en tout cas ce qui ressort encore une fois des échanges de ce matin, ces mesures risquent bien d'être insuffisantes dans un contexte de hausse généralisée par ailleurs des dépenses domestiques, notamment liées à l'inflation. Elles sont complexes à mettre en œuvre. Parfois, elles excluent du fait de leur modalité une part des ménages en situation de précarité. Puis on a vu, elles ne protègent pas, elles ne couvrent pas les organismes gestionnaires de résidences sociales ou de foyers de jeunes travailleurs. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs le fait des petites structures, même des structures importantes, évidemment, sont concernées par cela. Donc il me semble que l'appel qui est fait ce matin, c'est une réponse forte et complète de l'État pour apporter non pas seulement des réponses conjoncturelles, on l'a vu, qui sont nécessaires, mais des réponses structurelles et de long terme. Si on regarde la rénovation, donc 5 millions de passoires énergétiques, dont 2 tiers sont des logements locatifs privés, on a eu une refonte complète de l'organisation des acteurs et de la communication, MaPrimeRénov', France Rénov', etc. 15 000 logements locatifs aidés par l'ANA en 2021. Bon, c'est bien, mais on peut mieux faire, si j'ose dire. Donc, on a aujourd'hui des résultats qui sont modestes, trop modestes au regard des enjeux. Alors, les alliés que nous sommes proposent des pistes pour combler l'insuffisance des mécanismes d'aide, notamment alors, en direction des propriétaires bailleurs. On l'a vu, des mesures qui soient incitatives au conventionnement, avec un conventionnement qui soit priorisé sur la rénovation et sur la mise à disposition d'un parc en destination des plus modestes. Donc, soit via une augmentation des plafonds actuels, soit avec des aménagements du régime fiscal Loc'Avantage. Et puis aussi, le corollaire, des mesures coercitives dans le cadre de la lutte notamment contre l'insalubrité. En ce qui concerne les propriétaires occupants, c'est la question du financement de l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, on a des aides à la maîtrise d'ouvrage, qui sont égales, quelle que soit la difficulté du dossier. Or, ça a été dit, je pense, à plusieurs reprises et encore illustré avec l'expérimentation BBC solidaire. Les ménages les plus modestes doivent être accompagnés par des structures qui soient à la fois neutres dans leur capacité de diagnostiquer, qui soient capables d'orienter vers une rénovation globale et non pas une rénovation par geste, avec de réels gains énergétiques, et puis qui soient parfois en capacité d'aller au-delà de la demande initiale, par exemple pour intégrer l'adaptation du logement au vieillissement ou la lutte contre l'habitat indigne. Donc il s'agit ici de faire reconnaître la spécificité de l'accompagnement des publics les plus précaires avec une ingénierie technique, sociale, financière et évidemment une rémunération de ces actes en conséquence. On a vu aussi donc la question des structures collectives, résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs, pensions de famille, et là aussi des pistes pour répondre aux enjeux de la réhabilitation de ces bâtiments ou la mise à niveau de la construction neuve, alors soit par l'ouverture d'aides à la rénovation qui tiennent compte de ces spécificités des spécificités de ces logements, soit des mesures fiscales telles que l'élargissement de la TVA à taux réduit sur l'ensemble de l'opération de rénovation, toujours pour cette offre d'insertion. Donc le message global qui ressort de ce qui a été dit ce matin, c'est que l'État puisse apporter des réponses, encore une fois, qui soient globales, structurantes sur le long terme, et aussi qui soient une forme de reconnaissance de l'action des alliés au quotidien en faveur du logement des ménages les plus en difficulté.
J'espère que je n'ai pas trahi les échanges de ce matin, mais c'est forcément réducteur par rapport à la richesse des échanges. Merci Marie-Françoise. Andreas, c'est à vous qu'appartient la conclusion de cette partie sur les enjeux. Un secteur évidemment touché, comme tous les secteurs en ce moment, par cette crise-là, mais qui ne fait pas que subir, mais qui agit. Eh bien, lourde tâche que de conclure des débats très riches. Moi, j'ai beaucoup appris, donc merci beaucoup. C'est toujours utile quand on regarde un peu la question d'en haut par les politiques nationales, voire européennes, d'avoir un peu ce retour de terrain. Moi, en guise de conclusion, je vais un peu marteler des points que j'évoquais tout à l'heure en essayant d'intégrer les témoignages que vous avez donnés. J'insiste, je pense, sur le besoin de vision politique. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu des manquements pour lancer ça, pour faire comprendre en fait l'importance des enjeux et la qualité du consensus. On est quand même sur quelque chose qui normalement fait consensus. Cette lutte-là contre la précarité énergétique dans le contexte que nous vivons, il faut qu'on arrive à l'ériger en priorité nationale dans un contexte de crise de l'énergie et de dire il nous faut ces budgets-là. Il faut qu'on avance. C'est impossible. Enfin, pour moi, mais à titre personnel, hein, moi dans mon travail, un signal d'échec de me dire l'État met 45 milliards d'euros sur un truc dont il sait pertinemment que c'est inefficace et injuste, sans étude d'impact, alors que moi, ça fait 10 ans que je publie des études pour comparer ce qui se fait ici et ailleurs, pour dire en fait il nous faut plus de budget, il faut de la rénovation performante, il y a un loupé quelque part. Donc c'est vraiment poser la question de comment est-ce qu'on porte ça. Comment est-ce qu'on donne les signaux pour aller, en termes de vision stratégique, comme je le disais, comment est-ce qu'on met le cap sur la rénovation performante? Je pense que les démonstrateurs sont ultra importants aujourd'hui. Parce qu'on est, quand je disais il faut faire une nouvelle norme sociale, on a la moitié des acteurs, quel que soit le milieu. Décideurs, économistes, experts de l'énergie, acteurs opérationnels, fédérations professionnelles, qui disent non, ça ne marche pas, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, etc. Il faut qu'on montre que c'est possible. Là, on a eu un exemple extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux. Il y en a d'autres. Vous connaissez les programmes comme Doremi, qui a été le premier, quelque part, la première plateforme à vraiment systématiser cette idée de formation in situ des artisans pour apprendre à se mettre en groupement, créer des offres uniques de rénovation globale et avoir toutes les compétences. Donc c'est quelque chose qui se massifie aussi à l'échelle des territoires. Il y a des projets comme PerfinMind qui ont fait de l'instrumentation et du retour d'expérience sur des vraies rénovations BBC pour montrer, oui, ils tiennent leurs objectifs. Les objectifs de performance sont respectés dans la grande majorité des cas et c'est très bien. On a des dispositifs comme Energiesprong qui nous viennent des Pays-Bas, qui aujourd'hui font leur chemin en France, qui montrent qu'on peut essayer de rénover avec du préfabriqué, avec un peu de la préparation, de la préfabrication. On peut essayer de limiter le temps de chantier de 7 jours à 14 jours et vraiment faire là aussi des rénovations très très ambitieuses. Donc là aussi c'est possible. Et moi je compare souvent ça au photovoltaïque. Le photovoltaïque, on a accepté au départ que ça coûte 600 €. Que ça ne soit pas peut-être la solution la plus efficace, mais on s'est dit on est sur une stratégie de maturation industrielle. Donc on a un plan, aujourd'hui ça coûte 50 à 60 €. Bon, en termes de réindustrialisation, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, mais il y avait un peu ces plans on crée un changement d'échelle, on massifie et on accepte qu'au début c'est pas si simple. Et c'est pour ça que je disais les démonstrateurs aujourd'hui, il faut y aller. Et je pense qu'il faut aussi encourager l'État à faire quelque chose qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, l'État ne veut pas mettre d'argent sur de la démonstration BBC. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on peut à la marge discuter avec l'État sur l'élargissement de ma prime rénov aux propriétés bailleurs, c'est 1 000 € de plus pour les chaudières. Mais quand on arrive en disant, nous ce qu'on veut, c'est un programme BBC pilote qui coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'il soit sur les passoires thermiques, chauffé aux énergies fossiles, traitant les ménages modestes, on peut proposer un truc qui concerne absolument tout le monde et là dire, et pour ces trucs-là, on a besoin de 20 000 €, 30 000 € en plus. Et on veut d'abord une enveloppe de 5 milliards d'euros. C'est des choses qui me paraissent possibles aujourd'hui, en termes juste de mobilité politique, donc il faut aller là-dessus. Autre message que j'ai entendu, c'est le grand défi de la transversalité de l'ensemble des organismes et des acteurs qui ont pour cible le logement. Parce qu'en fait, on l'a bien compris, la rénovation énergétique, c'est une porte d'entrée parmi d'autres. L'insertion par le logement en est une autre. Enfin, il y a énormément d'acteurs qui travaillent sur ces sujets. Il faut qu'on arrive à mieux communiquer pour faire ensemble et justement développer des stratégies de patrimoine qui permettent de un peu intégrer toutes les différentes facettes de ce que nous on appelle la performance à différentes échelles. En termes d'identification aussi, cette
énorme enjeu de sensibilisation des acteurs et de connaissance du parc. Je pense que ça a été montré tout à l'heure. C'est pas si simple, mais il faut absolument avancer là-dessus, parce que si on n'a pas cette pierre, on aura du mal à construire le reste derrière. La question sociologique, où moi je pense qu'il y a un enjeu dont on n'a pas trop discuté ce matin, c'est quel est le facteur déclencheur des rénovations énergétiques pour les ménages. Et c'est un vrai sujet. Parce qu'on se rend compte, en fait, alors vous avez dit la facture énergétique, moi dans les études sociaux que j'avais vues, c'était même pas la facture énergétique qui était le premier levier, c'était le gain de confort. Donc il faut voir comment est-ce qu'on arrive à mobiliser les ménages, quels sont aussi les meilleurs moments déclencheurs entre la mutation, etc. Enfin, quand est-ce qu'on arrive à arriver au moment opportun pour faire ce travaux. Mais je pense qu'on a beaucoup à progresser là-dessus, sur la compréhension des acteurs qu'on a en face pour en fait déclencher ça. Je ne reviens pas sur les difficultés opérationnelles du DPE, mais c'est un vrai sujet de la fiabilité de l'information et de son opposabilité aujourd'hui, parce que ça, à partir du moment... L'opposabilité, c'est déjà un sujet aujourd'hui, quand vous dites ça permet à l'acheteur ou au locataire de se retourner contre le bailleur ou le vendeur. Ça sera d'autant plus un sujet demain, à partir du moment où l'État essaiera de déclencher des potentielles sanctions pour non-respect des normes de DPE pour le locatif, etc. Et donc là, on est devant quelque chose qui ne va pas être si facile à gérer. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le côté contrainte juridique, c'est un peu le signal qu'on essaie de donner au marché là-dessus. Le reste à charge pour les modestes, ça rejoint ce que je disais sur lancer un programme BBC pilote à destination des plus modestes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est légitime de défendre de la rénovation à 1 euro pour les plus modestes, portée par la puissance publique. Alors, les rénovations à 1 euro, on a connu les programmes C2E, coup de pouce. C'est très dangereux par ailleurs, parce qu'en fait, ça installe dans la tête de tout le monde le fait que la rénovation énergétique, ça doit être gratuit, ça ne coûte rien. Et c'est un problème pour ensuite déclencher la réno chez d'autres acteurs. Voilà, donc énormément d'enjeux, on a parlé structuration de l'offre aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est possible. Il faut qu'on montre que c'est possible, qu'il y a un réel intérêt derrière, qu'il y a énormément de co-bénéfices, vous l'avez dit, à toutes les échelles, pour l'État, pour la collectivité, pour les ménages, pour l'écosystème local. Mais être porteur d'une vision stratégique qui soit beaucoup plus ambitieuse que l'État propose aujourd'hui, et du coup l'encourager à mettre des moyens opérationnels derrière, y compris en disant oui, on ne passera évidemment pas de 15 000 à 500 000 rénovations du jour au lendemain. Par contre, si on ne commence pas aujourd'hui à mettre en place cette feuille de route stratégique dont je parlais tout à l'heure, qui nous permet de penser le changement d'échelle sur un horizon de 5 à 10 ans, on aura beaucoup de mal à y aller, et dans 10 ans, on se réunira là, on se dira il faut encore qu'on le fasse. Merci beaucoup Andreas pour vos éclairages, merci à tous pour vos témoignages.